si c'était possible, illuminer sa vie grâce à la psychothérapie. C'est le titre d'un enrichissant ouvrage rédigé par Martine Samama-Lévy, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Martine. Bonjour Florinette, c'est un Ça grand fait- plaisir pour moi de vous rencontrer via Zoom. Pour moi aussi, vraiment plaisir partagé. Donc, dans votre livre, comme je disais, dans votre livre préfacé par le docteur Luc Baudin, que je vais montrer à l'écran, la couverture, la nouvelle couverture, vous nous racontez qu'après de nombreuses années passées dans le secteur de l'informatique, vous avez repris de longues études dans le domaine de la psychologie humaine. Et par la suite, vous avez également enrichi votre pratique grâce à l'apprentissage de différents outils thérapeutiques comme l'EFT, l'hypnose ericksonienne, les soins énergétiques. Et la première Tout à question fait, que oui. j'ai envie de vous poser, c'est quel a été le déclencheur qui vous a poussé après plus de 20 ans passés dans une entreprise, à lâcher votre poste informaticienne pour devenir psychothérapeute? Alors en fait, ce qui m'a vraiment poussée, et je crois que ce qui nous pousse dans toute notre vie, en fait, c'est la souffrance finalement. Je crois que finalement, c'est quand on souffre qu'on entreprend des démarches, qu'on entreprend des actions, qu'on cherche à aller mieux, surtout à ne plus souffrir. Et c'était cette souffrance au travail, en fait, qui m'a vraiment poussée à dire non, mais je ne vais plus pouvoir continuer comme ça. Donc, je savais que j'en avais pour encore 20 ans de vie professionnelle. Et à un moment donné, je me suis dit, mais là, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir continuer encore 20 ans comme ça. Et la souffrance, ça nous fait mal, bien sûr, parce que c'est de la souffrance, mais c'est surtout une énergie qui est moteur, en fait. Ça nous aide à aller de l'avant, en fait, la souffrance. Ouais. Et voilà, et c'est cette souffrance au travail qui m'a poussée à vouloir changer de métier. Mais dans un premier temps, ben, comme tout le monde, j'étais pétrifiée de peur, j'avais des doutes, des interrogations, j'avais peur de quitter mon emploi, surtout que j'avais un emploi où j'avais beaucoup de sécurité, j'étais bien payée, donc c'était vraiment, je savais que voilà, il ne fallait pas que je me trompe. Et donc, dans un premier temps, en fait, j'ai voulu trouver un autre emploi plus en adéquation avec ce que je voulais faire, donc les relations humaines, mais dans mon entreprise. Donc au départ, ça a été ça. Et c'est parce que, ben, en fait, ils n'ont absolument pas voulu de moi, ils ont balayé ça d'un revers de main, ils m'ont fait un super beau cadeau. Donc, dans cette souffrance rajoutée du rejet de mon entreprise à ce que je fasse autre chose, en fait, ils m'ont fait un super cadeau parce que ça m'a obligée, du coup, à dire non, mais voilà, donc il va falloir vraiment que je quitte l'entreprise. Et là, ça a été à un moment donné Oui. une évidence que ce ne serait pas dans l'entreprise, que même si c'était pour moi confortable et que j'aurais bien aimé parce que c'était sécurisant, mais non, ça n'allait pas être possible. Oui, puis en même temps, on voit bien que dans votre livre, la reconversion, ça ne s'est pas fait si facilement. Il y a quand même eu des étapes jusqu'à la restructuration des bureaux où vraiment là, vous vous êtes senti pratiquement, je veux dire pas inutile, mais désœuvré. Et quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, c'est fou parce qu'on croirait que c'est la vie aussi qui vous incite à vous poser des questions. Parce que vraiment, la vie, elle est vraiment un metteur en scène. C'est stupéfiant des Ça. fois tout ce qui arrive, ces signes, ces Oui, oui, synchronicités. Et on le oui. ressent bien en lisant votre livre. Oui, c'est ça. C'est en fait, il y avait un certain niveau de souffrance déjà parce que ça ne me plaisait pas du tout ce que je faisais. Et en plus, on aurait dit que la vie avait mis sur mon chemin des choses pour que cette souffrance augmente crescendo jusqu'à me retrouver, donc vous qui avez lu le livre, Florinette, ben, dans ce bureau sans fenêtre où en plus, comme les équipes en amont étaient en retard, moi, je n'avais pas de travail. Donc, en fait, je m'ennuyais toute la journée parce que j'avais rien à faire. J'avais honte, en fait, de rien avoir à faire et d'être dans ce bureau qui était un local d'archives, donc sans fenêtre toute la journée, et où je me suis dit, mais là, je vais finir dingue, quoi. Enfin, c'est pas possible, je ne pouvais pas tenir, quoi. Donc, effectivement, c'est comme si la vie avait fait en sorte que cette souffrance, elle atteigne un niveau où je mette en œuvre des choses pour en sortir. C'était plus possible. C'est ça. C'est ça. Et Tout à fait. ce qui m'a amusé aussi dans votre livre, c'est que
c'est que d'un seul coup, bon, après, une fois que vous êtes décidé, voici que rentre en scène, ça j'adore, Dame Culpabilité et son cousin Jean, le prénom Jean, doute, qui viennent semer l'embrouille, parce qu'effectivement, quand on a d'un seul coup décidé, oh bah oui, je vais faire ça, hop, il y a ces deux-là qui arrivent en disant, mais attends, t'es sûr? Ça, j'ai trouvé extraordinaire, parce que ça. c'est tout à fait ce qu'on vit. En fait, donc, ce passage du livre, c'est la première partie, mais évidemment, comme le livre, c'est, vous l'avez très bien dit, illuminer sa vie grâce à la psychothérapie, ça, cette reconversion, c'est la première partie du livre, mais c'est pas, on va dire, la majeure partie du livre, c'est une petite partie du livre où je raconte, mais le plus important pour moi, c'était vraiment de le raconter le plus fidèlement possible à ce qui s'était passé et ne pas le montrer sous un jour, ah bah ça a été facile, pas du tout. C'est-à-dire montrer que bah, j'ai traversé des périodes de doute, des périodes où j'ai eu envie de tout laisser tomber, des périodes où je me suis dit mais j'y arriverai jamais, des périodes où j'avais très peur, des périodes. Et ça, c'est ce qu'on vit quand on fait ce genre de reconversion, c'est ce qu'on vit et c'est normal. Et il ne faut pas se dire qu'on n'est pas capable ou que c'est normal de passer par toutes ces phases en fait. Et c'est pas inquiétant, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable, ça veut pas dire qu'on n'est pas à la hauteur, ça veut pas dire non, non, c'est des phases normales. Et il faut se déculpabiliser par rapport à ça parce que si honnêtement on voit les choses en face, on passe tous par ces périodes-là, c'est jamais linéaire, on n'est pas dans la confiance à 100% du temps, pas du tout. Ah non, mais c'est ça que c'est, moi, pour moi, c'est là que c'est difficile, parce que c'est vrai qu'à un moment, on peut même s'embrouiller tout seul parce qu'on se dit, ouais, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que pourquoi j'ai tant de refus, que ça ne se passe pas comme si bah, toutes les portes devraient s'ouvrir. Et je pense que c'est là aussi qu'on est un petit peu dans l'erreur en se disant, oh, bah, si c'est mon chemin, tout doit s'ouvrir, tout doit être clair. Mais malgré tout, on passe quand même par ces périodes de remise en question, de doute, comme si aussi qu'on nous disait, mais tu as vraiment pris la décision, c'est bon, tu es prête. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand, voilà, C'est quand ça, mais je lance. oui, oui. Mm. Mais c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est un peu comme si la vie venait nous tester, c'est-à-dire comme si la vie nous disait, bon, écoute, moi, je veux bien t'aider, mais si tu es vraiment motivé, alors on va te faire passer un petit peu un test de motivation, là, on va te mettre quelques difficultés sur le chemin et on va voir, parce que si à la moindre difficulté, tu t'écroules, laisse tomber, nous, on ne t'aidera pas. Hein. Donc, on va voir si vraiment tu es motivé et si vraiment, eh ben, malgré les difficultés, tu continues, ou si à la plus petite difficulté, tu laisses tomber, bon, nous, on laissera tomber aussi alors, parce que nous, on ne veut pas t'accompagner si tu n'es pas plus motivé que ça. Et c'est vrai que c'est très juste parce que, alors, la vie nous aide, mais en même temps, nous aussi, il faut qu'on montre, c'est comme s'il fallait qu'on montre à la vie qu'on en a vraiment envie et qu'on est capable de dépasser les difficultés, qu'on va y aller quand même. Il faut quand même qu'on lui montre qu'on est fiable. Voilà, c'est ça, exactement. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, je l'ai bien ressenti quand je voulais faire quelque chose et je me remettais en question. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis testée. C'est ça, vous étiez testé. Oui, oui, Ouais. oui, 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 Et tout à il fait faut ça. tenir, ouais, ouais. Faut voir jusqu'à quel Comme, point, ouais, oui, jusqu'où on peut aller. comme si la vie voulait donner son énergie aux personnes les plus motivées. Dire, bon, nous, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, hein, donc on va s'occuper des plus motivés. Donc, s'il y en a qui laissent tomber tout de suite, ce n'est pas la peine, hein, on va pas consacrer de l'énergie, en fait. C'est C'est ça. ça, en fait. Et dans votre livre, vraiment, c'est très, très bien expliqué, très bien démontré. Et j'ai dit, mais c'est formidable parce que au moins, on voit que, ben voilà, on passe par plusieurs étapes. Il faut passer ces étapes. Après, c'est magnifique. Après, c'est magnifique parce qu'après, vous avez eu des très beaux cadeaux, vous avez eu des aides. Oui, Il y a des choses qui se sont mises sur le chemin. Vous avez pu faire une conférence. Enfin, voilà, après, vous avez pu rencontrer oui, des personnes. oui. Après, il y a eu plein de cadeaux. C'est-à-dire qu'une fois que moi, ben, j'ai montré que ben, je ne lâchais pas le morceau, que je continuais, que j'étais dans cette persévérance, ben, effectivement, là, la vie m'a vraiment aidée, m'a vraiment donné des signes. Mais il fallait d'abord que moi, je montre une vraie motivation. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la toute première page du livre, la page de garde, elle parle de ça, en fait. La dernière phrase, elle dit et surtout ne jamais abandonner. Il nous faudra tenir bon, vouloir, enfin, je ne sais plus exactement, et surtout ne jamais abandonner.
c'est vraiment, elle parle de ça, de cette persévérance, parce que si nous, on n'est pas dans la persévérance, la vie, elle ne nous aidera pas, hein, elle ne va pas faire les choses à notre place, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, on se rend compte aussi de l'importance de réaliser ce qui nous tient à cœur. Parce qu'en fin de compte, on est tiraillé entre ce que demande la société et nos rêves auxquels nous aspirons au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on n'arrive pas à faire ce que nous aimons, ben, cela induit une souffrance de notre être qui se traduit ben, soit par la maladie, par la dépression, par le burn-out, parce qu'en fin de compte, il y en a plein aussi de burn-out. On n'est pas, on s'écoute pas. Enfin, je pense qu'on n'ose pas. Non, on est tenaillé par la peur et ça, c'est terrible parce que souvent, ça se transforme en maladie ou autre. Et ça, vous avez dû en Tout à voir. fait. Ah oui, 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 tout à fait. Et puis, moi, je suis persuadée que, je ne sais pas si vous vous rappelez enfin, de ce passage-là, où je dis qu'on est tous le Mozart de quelque chose. Si. Et en fait, si on est vraiment aligné sur ce qu'on doit faire, si vraiment on est passionné par ce qu'on fait, on ne peut pas être mauvais. On est forcément très bon dans ce qu'on fait. Et si on a une souffrance dans ce qu'on fait parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait, on peut pas être, alors on peut être à peu près bon, mais on ne sera jamais excellent dans quelque chose qui ne nous motive pas et dans quelque chose qu'on n'aime pas. Pour être vraiment excellent, il faut être passionné par ce qu'on fait, sinon ça peut pas en être autrement en fait. Ah oui, tout à fait. Ah oui, non, non, mais c'est sûr, hein. Et puis j'aime aussi beaucoup une phrase, je pense que c'est le docteur aussi Luc Baudin qui dit ça dans la préface. Pourquoi ne Hum, pourrait-on pas réussir sa vie et réussir hum, dans la vie? Parce que souvent, on sépare les deux hum. aussi. Et ça, j'ai trouvé ça mais très juste. C'est ça. Et puis en même temps, il faut aussi, comme vous dites, écouter aussi ces souffrances parce qu'elles sont là pour nous signaler quelque chose. Les émotions sont très importantes, on n'a pas à les refouler. Et, euh, et ça, vous l'expliquez très bien dans votre livre, dans le passage aussi, quand vous dites quand est-ce qu'on vient, en fin de compte, consulter un psychothérapeute. Et c'est quand on a ces souffrances-là à l'intérieur de nous, en fin de compte. Tout à fait. Et donc là, alors là, du coup, on passe finalement à la suite du livre, c'est-à-dire la deuxième partie, puisque c'est illuminer sa vie grâce à la psychothérapie. Et en fait, cette deuxième partie, j'avais vraiment à cœur de l'écrire ce livre avec cette partie-là, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens déjà ne savaient pas ce que c'était qu'une psychothérapie. Alors comme moi j'aime bien dire une vraie psychothérapie, c'est-à-dire une psychothérapie qui fonctionne. Une psychothérapie qui fonctionne, c'est une psychothérapie où la personne, à l'issue de ces séances, elle se sent mieux, elle se sent plus heureuse, où le regard qu'elle pose sur sa vie, il est différent, où elle sent qu'il y a vraiment un plus, elle sent vraiment qu'il y a eu du changement, elle devient une meilleure version d'elle-même. Parce que sinon, si on a tout compris et qu'on est toujours aussi malheureux, c'est pas ce que j'appelle une vraie psychothérapie. Le but, c'est pas de tout comprendre, c'est pas. Le but, c'est de vraiment se sentir beaucoup mieux. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas bien ce que c'était qu'une vraie psychothérapie, ne savaient pas bien quand est-ce qu'on devait aller consulter, qu'est-ce qu'on fait durant les séances, comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est un monde très, très obscur. Et je l'ai vu en fait quand j'ai donné cette première conférence dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était justement sur un psy, pourquoi faire et lequel. Et il y avait un monde, mais il y avait plus de 100 personnes, alors que personne ne me connaissait et que j'étais une célèbre inconnue. Mais le sujet était tellement porteur et les gens avaient tellement de questions là-dessus que j'ai commencé à leur expliquer, etc. D'ailleurs, la conférence est sur mon site, enfin, celle-là est top. Et ils étaient super intéressés et on sentait qu'il y avait plein d'interrogations autour du sujet. Parce que c'est nébuleux, en fait, ce thème-là. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est un peu moins, parce que c'était quand même cette conférence, c'était en 2009. Donc, ça remonte quand même à quelques années maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment alors encore plus nébuleux que maintenant. Et on ne savait pas du tout. Même aujourd'hui, il y a peu de personnes finalement qui savent faire la différence entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute. Et si vous le demandez à 100 personnes, je ne suis pas sûre que les 100 sachent vous répondre, hein. Ah non, mais c'est sûr, c'est encore un domaine très mal connu du public, hein. Pour moi, Oui, ah oui, oui, oui. Ça reste toujours mystérieux. Et c'est pour ça que c'est bien que vous le détaillez très, très bien dans votre livre.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, quand elles tournent en rond dans leur vie, quand on se trouve dans l'incapacité totale de prendre une décision importante, là, on peut consulter. On peut Tout à consulter parce fait. qu'en fin de compte, euh, ce que vous dites aussi, c'est que le psychothérapeute vous amène aussi à la rencontre de vous-même. Et ça, C'est c'est ça. très important. Parce qu'en fin de compte, on Eh ne se oui, connaît pas. Non. Non, non, tout à fait. Alors moi, j'aime bien cette expression et je dis toujours, bon, après parce que j'aime la nature, les randonnées, et je dis que la psychothérapie, finalement, c'est la plus belle des randonnées parce que c'est celle qui permet d'aller à la rencontre de soi-même. Et en fait, on peut aller visiter les plus beaux pays du monde. Ce sera toujours moins beau que de faire cette rencontre-là avec soi-même, en fait, de se connaître, de s'apprécier, de s'aimer. Et aller à la rencontre de soi, c'est aussi pouvoir aller beaucoup mieux à la rencontre des autres. Parce c'est aller à la rencontre des autres, si on n'est pas allé à la rencontre de soi, c'est très compliqué. Bah oui, On peut... non, non, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Et donc, comment ça se passe une séance quand vous avez donc une patiente? Alors, oui, alors en fait, alors là, je vais parler de mon approche parce qu'en fait, chaque thérapeute a sa propre approche. Euh, Moi, ce que mes patients apprécient, donc là, je vous fais un retour de plusieurs années de pratique. Donc, les patients, ils me font à peu près tous les mêmes retours finalement. Ils me disent, mais chez vous, c'est bien parce que vous nous expliquez des choses. Donc, ça, c'est quasiment tous les patients, ils me disent ça. Ils me disent, ah, mais chez vous, c'est bien parce que vous nous parlez. Et chaque fois qu'un patient me dit ça, au début, je me disais, dans ma tête, je me disais, ah bon, mais pourquoi les autres psys ne parlent pas? Enfin, je me disais, mais voilà, comment ça se fait? Enfin, et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de thérapeutes ne parlent pas, ils ne font qu'écouter. Mais il y a une dimension, il faut que le patient il comprenne pourquoi il souffre. Donc, si on ne lui explique pas, bah, il ne va pas comprendre, il faut l'aider à comprendre. Il y a un premier travail vraiment de mise en lien donc, dans les séances. Donc, moi, déjà, les séances, elles durent une bonne heure. Et il y a déjà déterminé bien quelle est la demande du patient, c'est-à-dire pourquoi il vient. Et le thérapeute, il doit respecter ça. C'est-à-dire que si un patient il vient pour une demande particulière, il ne faut pas aller l'aider pour sa relation de couple ou je ne sais quoi. Si lui, il n'a pas du tout de demande par rapport à ça. Donc ça, il faut vraiment respecter la demande de la personne. Et après, par rapport à cette demande, il y a déjà une première étape, c'est la compréhension intellectuelle, c'est-à-dire comprendre par rapport à ce qui m'amène aujourd'hui, pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie. Donc, faire des liens entre passé, présent et donner du sens un petit peu à tout ça. Donc là, ça passe par la parole et par l'intellectuel, j'ai envie de dire. Mais une fois qu'on a compris tout ça, bien souvent, ça ne suffit pas. La souffrance, elle est toujours là. Et donc, c'est là qu'intervient l'utilisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de différents outils qui vont permettre d'aller travailler sur les charges émotionnelles. Parce que c'est en libérant les charges émotionnelles que la personne va vraiment aller mieux. Une fois qu'elle a compris, moi j'aime bien dire une fois qu'on a compris, une fois que la personne elle a compris, son cerveau pensant rationnel, il a un petit peu son os arrangé, il nous fiche la paix. Donc c'est bon, il a compris, il ne nous embête plus. Il nous laisse en fait tranquille et là on peut accéder aux émotions. Parce que sinon, tant que la personne n'a pas compris, c'est un petit peu comme si le cerveau pensant, il était là, il dit oui, mais ça pourquoi, mais ça comment? Et en fait, on n'arrive pas à accéder aux émotions parce qu'il a besoin de comprendre, lui. Et une fois qu'il a compris, c'est là où on peut accéder aux émotions et on peut accéder à cette charge émotionnelle. Et c'est elle, en fait, qui pollue notre vie. La souffrance, elle réside dans cette charge émotionnelle. C'est pas ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, on n'a plus de prise dessus. C'est notre histoire. On ne peut pas changer notre passé. Mais par contre, c'est la charge émotionnelle qui est toujours là aujourd'hui de ce passé-là. C'est elle qui nous embête. Et oui, c'est ça. Voilà. Et c'est elle qui convient de libérer, en fait. Bien sûr. Et puis en plus, il y a des blessures aussi du passé qui peuvent être aussi inconscientes et en même Tout temps, à fait. des personnes qui ne veulent pas non plus se replonger dans le passé pour dire non, non, ça c'est bon, ça, c'est pas non plus évident quand on tombe sur des Non. personnes. Oui, tout à fait. Et en fait, ça fait partie aussi du travail du thérapeute. Alors, très honnêtement, je pense que je suis beaucoup plus opérationnelle et beaucoup plus efficace aujourd'hui avec l'expérience que ce que je l'étais quand j'ai débuté. Moi, je suis honnête, hein, Et par rapport à cette notion que vous évoquez, c'est-à-dire que maintenant, j'arrive plus facilement
et je suis à l'aise avec ça. C'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire, c'est-à-dire la personne, elle veut aller mieux, mais il y a une partie d'elle qui ne veut pas changer parce qu'il y a aussi des peurs, il y a aussi des freins, il y a aussi… Et souvent, quand je perçois ça, ben, il faut commencer par travailler là-dessus, effectivement, sur les réticences que peut avoir la personne, sur les peurs qu'elle peut avoir, c'est souvent j'ai peur d'avoir trop d'émotions, j'ai peur d'être dévastée, j'ai peur d'être complètement débordée, d'être trop mal après les séances. Et on commence par ça, je leur dis, ben, pas de souci. Si aujourd'hui, c'est ce que vous ressentez, eh bien, on va faire un travail sur j'ai peur d'être plus mal, j'ai peur d'être débordée, j'ai peur. Ben, on fait un travail avec mon outil majeur, c'est-à-dire l'EFT, on va faire un travail là-dessus. Et je leur dis, c'est pas un problème. Pour l'instant, on ne travaille pas sur votre histoire, on va travailler juste sur vos peurs. Et ça, c'est très apaisant, en fait, pour les patients. Qu'on aille finalement à leur rythme. Et Oui, tant c'est qu'ils ça. ont des peurs, dont ils ne se sentent pas prêts, eh ben, on ne fait pas. Ah non, ça, c'est bien, c'est important d'aller au rythme du patient. Parce Oui. qu'effectivement, après, ça peut le bloquer. Et puis donc, vous vous servez aussi de ces outils thérapeutiques pour tout ce qui est aussi les colères, parce que parfois on peut s'emporter, on ne sait pas pourquoi, on a d'un seul coup une colère qui vient comme ça, et on n'arrive même pas à la maîtriser, ou ça peut mettre, d'un seul coup on peut être bien, puis d'un seul coup, pouf, on a le blues. Enfin, tout ça c'est difficile aussi quand on a ces émotions-là, d'où ça vient, comment, comment on peut arriver à les surmonter, c'est pas évident. Non, non, non. Et en fait, alors je ne sais pas si je peux détailler en fait ce phénomène-là, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment passionnant et ça se joue au niveau du cerveau. C'est-à-dire que il y a tout un passage enfin, il y a un chapitre qui s'appelle l'EFT et le cerveau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, EFT, c'est Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. Et j'ai consacré tout un chapitre justement pour expliquer l'EFT, comment ça fonctionne au niveau du cerveau. Parce que pour moi, on ne peut pas faire de la psychothérapie si on ne connaît pas un minimum de choses sur comment fonctionne un cerveau. C'est pas possible. Pour moi, ça, c'est pas possible. On peut pas, ça ne peut pas fonctionner. Et ces émotions dont vous parlez, en fait, ce ne sont que des réveils de choses du passé qui sont réactualisées. Parce qu'en fait, à chaque instant de notre vie, notre cerveau, il regarde qu'est-ce qu'on est en train de vivre et il va chercher dans une zone qui s'appelle l'hippocampe, qui est la zone mémoire du cerveau. En fait, il va chercher si c'est quelque chose de connu, quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce qui fait que quand on monte dans notre voiture pour conduire, tout de suite, lui, ben, voiture, conduite, il va chercher dans le cerveau et il va ramener finalement tous les gestes qu'on a appris pendant nos leçons de conduite. Et instantanément, ben, on se met au volant, on passe les vitesses, c'est magique quelque part. Voilà. Donc, les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, justement, c'est cette recherche qui ne peut pas se faire. C'est-à-dire que ben, cette recherche, elle ne marche plus. Le cerveau n'arrive plus à retrouver cette information. Et c'est pour ça que les personnes, ben, elles ne savent plus manger toutes seules, elles ne savent plus tenir une fourchette, elles ne savent plus rien faire. Mais en même temps que le cerveau ramène l'information, il ramène aussi la charge émotionnelle. Donc, si je suis cette personne qui, pendant ses leçons de conduite, j'avais un moniteur super marrant, il me faisait toujours rire, etc., eh bien, à chaque fois que je vais monter dans ma voiture, peut-être je vais ressentir une petite joie. Parce que ça va me rappeler ces parties de rigolade que j'ai faites avec lui. Et c'est comme ça pour tous les événements de notre vie. Et tout ça, ça se fait en toile de fond. Et ça peut expliquer ce que vous avez expliqué, enfin, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une colère qui vient d'un coup. En fait, pour nous, on ne comprend pas. On dit, mais j'étais bien il y a 5 minutes. Pourquoi d'un coup, là, je suis en colère ou je ne suis pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Mais il s'est passé quelque chose au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu, il y a eu un stimuli, soit visuel, soit auditif, soit olfactif, enfin, plein de stimuli comme ça, soit kinesthésique, une sensation qu'on a eue sur le corps. Et ça, c'est venu réveiller quelque chose de notre histoire. Et si ce quelque chose de notre histoire, il est douloureux, eh bien, toute cette charge émotionnelle, elle va nous réenvahir, alors que tout allait bien 5 minutes avant. C'est ça. Et grâce à l'EFT, vous arrivez à savoir que l'émotion, elle correspond à quelque chose qui s'est Oui, passé dans le passé. Ouais, ça, c'est tout à très fait. important. Alors, oui, des fois même,
on ne sait pas en fait. Le patient, souvent consciemment, il ne sait pas en fait à quoi ça fait référence. Mm. Mais le fil conducteur, c'est l'émotion. Une émotion, c'est ce qui est important, c'est une émotion qui n'est pas en adéquation avec ce qui se passe. Parce que si on a une maman qui vient de perdre son enfant et qui est effondrée, qui est en dépression, mais ça, c'est normal. Voilà, ça, c'est tout à fait normal, tout à fait légitime. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est une émotion, mais par rapport à quelque chose de disproportionné. C'est-à-dire, je suis dans une colère folle qui me dure toute la journée, simplement parce que j'avais quelqu'un qui était mal garé dans ma rue et j'ai un peu bataillé pour me stationner. Et cette émotion-là, elle me prend, cette émotion de colère, etc. Toute ma journée, elle est gâchée par ça. Donc là, on sent que c'est trop, que c'est disproportionné, que ça n'aurait pas dû prendre toute cette place, ça aurait dû durer 5 minutes, la colère est pu passer. Et souvent, en fait, donc on part de ce fil conducteur qui est l'émotion, l'EFT, et avec le travail de l'EFT, même si la personne au départ a dit non, mais je ne sais pas, je ne vois pas à quoi ça fait référence, ben, par le travail de l'EFT, en fait, petit à petit, on remonte, et à un moment donné, la personne, elle dit ah oui, ça y est, et là, elle peut se mettre à pleurer ou avoir des larmes qui lui montent, et elle va dire ah oui, mais c'était, alors j'avais 8 ans, j'étais à tel endroit, etc., etc., et là, le souvenir remonte. Et c'est ça aussi un peu la magie de la technique de l'EFT. Ouais, c'est sûr. Ah oui, non, non, c'est vraiment incroyable comme thérapie. Et après, vous faites aussi attention à ce que la patiente ne soit pas dépendante aussi de vous. Il faut, en fin de compte, c'est après au patient aussi de faire son propre cheminement, je pense. Oui, tout à fait. Alors en fait, la patiente ou le patient, Mm, même si il y a beaucoup plus effectivement de femmes que d'hommes, mm. en fait, il y a facilement 60 à 70% de femmes qui consultent, contre 30 à 40% d'hommes. Hein, c'est pas moitié-moitié. D'accord. Je dirais que c'est 70-30. Et, et en fait, effectivement, le patient, surtout au début de la thérapie, certains, pas tous, mais certains vont chercher des conseils. Ben, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, dites-moi là qu'est-ce que je dois dire, dites-moi. Et en fait, là, si le thérapeute n'a pas suffisamment travaillé sur lui, et c'est pour ça que ça rejoint un des chapitres du livre, qui est la notion de transfert contre transfert, si le thérapeute n'a pas suffisamment travaillé sur lui, eh ben, la tentation, elle va être grande pour lui de se sentir important et de décider pour la personne. Et ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire, le bon thérapeute, il va dire, mais il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez à faire. Moi, je vais vous aider à trouver la réponse en vous. Mais la réponse, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi. C'est ça qui est Et ça, important. c'est vraiment, c'est très, très important. C'est un point, vous avez tout à fait raison de le soulever parce que c'est un point hyper, hyper important. Et c'est comme ça qu'on peut arriver aussi à des jeux de pouvoir avec certains thérapeutes où le thérapeute, en fait, il va donner des conseils, il va dire en fait au patient ce qu'il doit faire et le patient devient complètement dépendant de son thérapeute dans ce cas-là. Et il faut surtout pas ça. Ah oui, non, Surtout non, pas ça. oui, ça, c'est vraiment très important. Et ça, c'est bien parce que vous le soulignez bien aussi dans votre livre. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce livre, il indique vraiment l'itinéraire que le patient suit au cours d'une psychothérapie afin de lui permettre de redéfinir ses priorités. Et ça aussi, vous l'expliquez bien, tout ce qu'il y a, les apports thérapeutiques, et la psychothérapie et la spiritualité aussi, qui prend en considération ça aussi, c'est très important. Et votre chapitre aussi sur l'être dans sa globalité, la psychologie, le physique, l'émotionnel et le spirituel, qui n'est pas souvent mis de côté quand même. C'est ça, c'est ça. Et c'est très dommage parce qu'en fait, l'être humain, c'est un tout. Et effectivement, moi, je me suis rendu compte à titre personnel que une fois qu'on a fait un long travail sur soi, un long travail de thérapie personnelle qui est fondamental pour devenir psychothérapeute, c'est incontournable et fondamental, finalement, on arrive à se libérer de ses peurs, on arrive à libérer ses freins, ses croyances, etc. Et là, tout naturellement, en fait, on va se connecter à son moi profond et on va se connecter à notre lumière intérieure. Mais ça se fait naturellement, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, ça vient à nous. Et moi, j'aime bien dire que la spiritualité, c'est quelque chose, selon moi, qui doit venir naturellement à nous, en fait. On ne doit pas aller chercher, c'est quelque chose qui s'ouvre en nous parce que ben, une fois qu'on a, c'est un petit diamant, et une fois qu'on a nettoyé ben, tout ce qui l'encombre, d'un coup, il apparaît et mais en fait, on ne savait pas qu'il était là et on ne l'a pas cherché, en fait. Il est apparu parce que
on a nettoyé en fait tout ce qu'il y avait autour. Et c'est pour ça effectivement, pour moi, il y a un point extraordinaire entre la psychothérapie et la spiritualité. C'est vraiment, la psychothérapie, c'est une ouverture du cœur, donc une ouverture à notre essence et une ouverture finalement à notre connexion divine. Et c'est ça qui est Et magnifique, c'est qu'une fois qu'on a enlevé tout ce qui nous encombre, apparaît l'enfant intérieur. c'est ça. Et ça, c'est beau. Ça, L'enfant intérieur alors l'enfant intérieur avec ses souffrances, bien sûr. donc, on travaille aussi, c'est souvent, ce travail sur l'enfant intérieur, c'est un travail magnifique, c'est un des plus beaux en psychothérapie. Et alors, ce qui est intéressant, moi, je l'ai souvent rencontré, c'est de voir comment des patients, ils sont fâchés ou oui, ils sont fâchés avec leur enfant intérieur. C'est-à-dire, moi, j'ai une patiente qui m'a dit, ah non, 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 mais moi, cette petite fille, je ne veux pas la voir. Cette petite fille, je ne veux pas la voir. Mais comment voulez-vous être bien dans votre vie si cette part de vous, d'enfant, vous ne voulez pas la voir ou vous la rejetez? Ben oui. Vous voyez, et ça arrive souvent, en fait. Donc, c'est vraiment une réconciliation avec soi et une réconciliation avec toutes les parties de nous, finalement, y compris cet enfant intérieur, qui est la clé de notre souffrance, en fait. Parce que la grande majorité des souffrances de notre vie aujourd'hui, elles sont la manifestation de ce qui s'est passé dans notre histoire d'enfant, où on n'avait pas les ressources nécessaires pour vraiment appréhender les choses sans être impacté. On était dépendant des adultes. Oui, c'est ça. Et j'aime aussi beaucoup comme quand vous parlez aussi, vous faites un lien à un moment dans votre vie, dans votre livre, sur la souffrance et une des lettres hébraïques. Oui. C'est ça. Et si vous pouvez en dire quelques mots, parce que j'ai trouvé ça très, très beau, Oui, ce lien. Alors, je vais oui, alors partager à l'écran, voilà, cette oui, lettre, comme ça, si vous voulez, si vous la voyez. voilà, oui, oui. Donc on voit, pour ceux qui nous écoutent, on voit que c'est vraiment cette lettre hébraïque, déjà elle est très belle au niveau des couleurs, et elle a la forme d'une arche. Et en fait, son symbole, c'est que donc c'est une lettre qui représente l'épreuve, une épreuve de vie. Et en fait, le symbole, c'est que quand on traverse cette arche, eh bien, en fait, en traversant cette arche, c'est-à-dire en traversant l'épreuve que la vie nous envoie, si on s'est donné du sens à notre épreuve, si on travaille dessus, si on essaie de comprendre qu'est-ce qui se joue pour nous, eh bien, en fait, on va en ressortir transformé. Ça va nous permettre une transformation intérieure. Donc, chaque épreuve est une occasion de transformation intérieure. C'est un message pour nous de quelque chose qu'on a à comprendre sur nous et de quelque chose qu'on a à dépasser. Parce qu'en fin de compte, l'épreuve est un symbole universel. C'est ça, c'est un symbole universel, Voilà. tout à fait. Qui est là Oui, vraiment. oui, oui, c'est un symbole universel, l'épreuve, tout à fait. Oui, complètement. Et puis après, vous avez, en plus, ce qui est aussi important, c'est la communication. Et la communication, là, donc, je vais présenter votre second ouvrage, qui est Le couple, direction les coulisses. J'aime beaucoup le titre. Alors, je vais le présenter à l'écran, si vous voulez nous en dire quelques mots. Alors voilà, oui, alors le couple direction les coulisses, alors celui-là, il vient de sortir. Alors le couple, c'est mon domaine un peu de prédilection parce que ça a été aussi mon sujet de mémoire. Oui, vous en parlez, Donc oui, voilà, dans votre donc livre. voilà, ça a été mon sujet de mémoire et donc c'était un thème qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, finalement, je me rends compte que dans ma tête, il y a quelque chose d'un peu un fil conducteur, c'est-à-dire finalement, on se rencontre d'abord soi-même. Donc, par la psychothérapie ou par un travail sur soi, on se rencontre soi-même et après, on rencontre l'autre. Donc, après, on rencontre l'autre, on a envie peut-être d'être en couple avec. Donc, finalement, Et après, le prochain dans ma tête, c'est les enfants parce que finalement, une fois qu'on est en couple, des fois, on a envie d'avoir des enfants. et, et en fait, donc, ce livre sur le couple, alors les coulisses, il faut l'entendre par qu'est-ce qui se joue en fait dans une relation de couple et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, on voit bien qu'ils sont persuadés qu'il suffit de s'aimer, d'être très amoureux l'un de l'autre, et ben, c'est bon, si on est très amoureux, notre couple va fonctionner. Et ça, c'est une idée reçue qui est très répandue et qui est complètement erronée, parce que même si c'est triste à dire, mais l'amour ne suffit pas du tout à faire fonctionner un couple. C'est un très bon carburant, mais ça ne suffit pas.
Voilà. Et la métaphore que je fais, c'est avec l'avion, c'est-à-dire l'avion, même si vous lui mettez du carburant, c'est très bien et déjà c'est bien, on va pouvoir être prêt à voler, mais s'il n'y a pas un pilote qui sait le faire piloter, ben, on pourra mettre tout le carburant qu'on veut, ça ne suffira pas. Mm. Et effectivement, ce livre sur le couple, c'est un peu ce dont je vous avais parlé quand on s'est eu au téléphone, c'est que finalement, le couple, c'est aussi la relation à deux. Et ce livre, il parle du couple spécifiquement, mais on retrouve beaucoup finalement de clés et de concepts qu'on peut appliquer à n'importe quelle relation à deux, que ce soit avec un ami, que ce soit avec notre responsable au travail, que ce soit avec la boulangère quand on va acheter le pain, que ce soit avec le médecin quand on va le consulter. Et finalement, ça parle beaucoup ça parle du couple spécifiquement, mais ça peut s'appliquer à toutes les relations à deux. Il y a des concepts qui s'appliquent finalement à toutes les relations à deux. Et finalement, c'est un peu une espèce de guide, de clé, de ressources pour aider les personnes à mieux comprendre ce que c'est qu'un couple et à mieux comprendre avec les personnes avec lesquelles on va pouvoir fonctionner en couple et les personnes avec lesquelles on ne va pas pouvoir. C'est Donc ça. ça, c'est vraiment important parce on peut pas fonctionner avec n'importe qui. C'est pas le fait d'aimer quelqu'un. On peut aimer très fort une personne et en fait ne pas être heureux dans la relation que cette personne nous propose. Mm. Et la relation et la personne, c'est pas du tout la même chose. Une personne, on peut aimer très fort une personne, mais la relation dans laquelle on est et que cette personne nous propose, elle peut être complètement dysfonctionnelle avec ce que nous, on a envie de vivre, en fait. Mm. Ah oui, non, mais tout à fait. Puis en plus, c'est important aussi de dire aussi que personne ne pourra nous rendre heureux. Parce qu'en fin de compte, c'est Oui, ça aussi qu'on cherche. Alors qu'il n'y a que nous qui puissions nous rendre heureux tout à fait. nous-mêmes. C'est ça. En fait, c'est partager son bonheur avec l'autre. Mais c'est pas chercher cet autre pour nous rendre heureux. C'est déjà être heureux soi-même et après vouloir partager ça avec quelqu'un qui lui-même est heureux tout seul et qui a envie de donner cette dimension du partage. En fait, le couple, c'est vraiment une extraordinaire dimension de partage, en fait. C'est vraiment ça Tout à fait. Et puis qu'on retrouve. rester soi. Et rester soi. Ne pas Oui, non plus dire, ah ben, faut faire des compromis. Voilà, je pense qu'après, il faut accepter l'autre aussi avec ses qualités, ses défauts. Enfin, je veux dire, il ne faut pas changer la personne. La personne, c'est une personne, elle est comme elle est. Et tout c'est à fait. important aussi de souligner. J'aime beaucoup la phrase que je crois que c'est votre fils qui l'a dit, C'est ça, faire des compromis sans se compromettre. C'est c'est ça. magnifique. Et lui, il a des phrases comme ça, il vous les sort. Des fois, vous vous dites, il doit avoir ça dans les gènes, je ne sais pas. C'est Parce que magnifique. J'ai adoré cette phrase. J'ai c'est vraiment ça. adoré. C'est exactement ça. Et se compromettre, on comprend bien que se compromettre, c'est se renier soi-même. Et Bien là, sûr. si on en vient à faire des compromis au point de renier qui on est, là, on n'est pas sur le bon chemin du tout, quoi. Ça ne peut pas fonctionner, puis on pourra pas être heureux parce que sur des années et des années de déni de soi et de moments enfin, des tas de moments où on ne va pas se reconnaître et on ne va pas s'accepter soi-même et on va se mettre de côté pour pouvoir faire fonctionner la relation, eh ben ça, au bout d'un moment, c'est pas possible, ça ne tiendra pas, on va exploser. Et d'ailleurs, j'ai un cas là en ce moment en consultation, elle est là-dedans, la personne. Ah, d'accord. Elle s'est complètement oubliée pendant des années et puis à un moment donné, ben, elle s'est ouverte, elle a fait une formation en coaching, etc. Et effectivement, maintenant, elle ne peut plus fonctionner de la même manière et son conjoint, il ne comprend pas. Il lui Mais dit, mais moi, je veux retrouver Comment? il la reconnaît pas, c'est une autre personne, Non, c'est c'est ça? une autre personne. Et lui dit, mais moi, je veux retrouver celle que j'avais connue. Hmm. La personne soumise, qui acceptait tout, Hmm. qui... C'est Et terrible sauf parce que qu'en fin de compte, la personne, elle s'est menti à elle-même pendant des années. c'est Et, ça, et ça, c'est dur, ça, hein. c'est ça. Ouais, donc c'est important aussi, effectivement, de pouvoir l'expliquer dans un livre, cette relation, pas seulement de couple, mais effectivement une relation qu'on peut avoir avec un copain, une copine. Tout à fait. Il y a toujours cet échange qui est là et puis qui peut aussi ce mécanisme de défense aussi quand on ne se comprend pas. Donc c'est vraiment important
d'en parler. Et de toute façon, la communication dans un couple, ou que ça soit même avec une amie, c'est important. Il faut échanger, il faut… C'est Ouais. fondamental, bien sûr. Et on se rend compte aussi que finalement, ce qui est vrai pour le coup, par exemple, dans un couple, il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt commun. Pour qu'on puisse partager des moments ensemble, il faut quand même qu'il y ait un minimum de centres d'intérêt commun. Et on se rend compte que c'est vrai aussi avec les amis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on apprécie énormément, mais en fait, on partage peu de moments avec eux parce que nos centres d'intérêt sont très différents. Donc, ce qu'aime l'un, l'autre ne l'aime pas et inversement. Et donc, en fait, on aimerait bien se voir, on aimerait bien, mais ça se limite à un repas ou ça se limite parce qu'en fait, on n'a pas d'activité commune, on n'a pas de choses qu'on aime en commun. Et ces personnes-là, du coup, le temps qu'on peut passer avec eux, il est plus limité parce qu'on n'aime pas du tout les mêmes choses. Donc, on va se voir, on va manger ensemble, mais bon, on ne peut pas partager des activités, on ne peut pas parce qu'on n'a pas du tout des goûts en commun. Et finalement, c'est important d'en avoir un minimum quand même. On n'a jamais, bien sûr, on n'a jamais À les mêmes 100%, goûts non. à 100%, mais il faut quand même avoir des points de rapprochement où vraiment on va partager des choses ensemble. Il faut en avoir quand même Oui, bien sûr, quelques-uns. parce qu'après, on va parler de la pluie, du beau temps. C'est ça, Non, c'est vrai, après, c'est des relations qui coupent court, hein. C'est sûr, tout à fait. c'est sûr. Et donc, après, donc, pour ce livre-là, donc, si pour les personnes qui veulent se procurer cet ouvrage, ils peuvent se rendre directement sur votre site. Donc là, Alors, en fait, ils peuvent. Le livre est en vente partout, donc il est en vente en voilà, librairie, il est en vente sur le net. Après, voilà. s'ils veulent effectivement, s'ils veulent un livre dédicacé, ils peuvent m'en faire la demande et à ce moment-là, je peux leur envoyer un de mes exemplaires auteurs dédicacé. Mais c'est juste l'intérêt pour eux, je pense à ce moment-là, ce sera juste s'ils veulent, ils veulent que je leur mette une dédicace. Et au sujet des dédicaces, je voudrais donner une petite précision parce que les dédicaces, c'est quelque chose de très culturel, c'est-à-dire que ça se fait, hein, chaque fois qu'il y a un auteur, on lui demande de faire des dédicaces, etc. Mais moi, j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, on demande à l'auteur de mettre un petit mot, mais souvent l'auteur, il met bonne lecture ou amitié. Et finalement, je me suis dit, mais quel sens ça? En fait, je trouve ça super égotique, c'est-à-dire l'auteur, il pense que parce que c'est l'auteur du livre, le fait qu'il mette bonne lecture ou amitié, ça a de la valeur. En fait, ça n'a pas de valeur en fait en soi. Quelqu'un de proche qui mettrait ça, ça aurait plus de valeur que l'auteur finalement. Donc je me suis mis comme ligne de conduite que toutes mes dédicaces, elles seraient personnalisées. C'est-à-dire que j'essaierai voilà, d'avoir un minimum de lien avec la personne, de demander au moins qu'est-ce qui l'intéresse dans ce livre, pourquoi est-ce qu'elle l'achète, voilà, d'échanger quelques mots et de mettre voilà, de ressentir un peu cette personne et de lui mettre un petit mot qui vient du cœur et de lui mettre quelque chose un message qui sera le fruit de cet échange, de ces quelques mots qu'on a partagés et du ressenti que j'ai pu avoir par rapport à cette personne. Et là, du coup, je trouve que la dédicace, elle a du sens à ce moment-là. Parce que c'est pas quelque chose d'impersonnel où on a mis la même chose aux 20 personnes qui ont acheté le livre. Non, c'est quelque chose qu'on a écrit en fonction du ressenti qu'on a sur la personne. Et là, c'est une dédicace qui parle de cette rencontre-là. Et là, ça a plus de sens, je trouve. Ah oui, c'est bien, hein. Non, c'est bien. Ouais, voilà. C'est un peu l'aparté parce que je trouve ça tellement mettre bonne lecture ou amitié, je trouve ça mais archi égotique quoi. C'est l'auteur qui entre guillemets qui se la joue quoi. Enfin, ça va pas du tout quoi. Non, puis Voilà, moi je donc, trouve que c'est mieux parce qu'au moins c'est quelque chose, c'est bah pour oui, nous. c'est On ça, va le garder ça parce qu'après on peut l'offrir, le livre bonne lecture, on peut l'offrir à tout le monde. Alors qu'un message personnel, c'est à nous, ça nous correspond. C'est c'est quelque chose ça, qu'on va garder. tout à fait. Et donc là, ça a plus d'intérêt, je trouve, ça a plus de valeur, puis c'est vraiment un message connecté, c'est-à-dire que c'est vraiment de me recentrer, d'ailleurs, quand je fais une dédicace comme ça en séance, parce qu'il y a des patients qui m'achètent un livre, par exemple, à la fin de la séance, eh bien, des fois, ils continuent à me parler, je leur dis non, là, il faut que vous me laissiez écrire parce que je peux pas vous écouter, il faut vraiment que je me concentre. Sinon, je peux pas écrire un message comme ça, il faut que je sois complètement concentrée, que je ressente des choses par rapport à cette personne pour écrire quelque chose d'intéressant. Sinon, si je l'écris comme ça, en discutant avec elle, ça n'ira pas. Mm. Ah, c'est sûr. Et donc Donc, pour toutes les personnes, soit qui veulent un livre dédicacé ou même pour une consultation, ils vont sur, ils vont sur votre site
Ils ont tous votre numéro de portable, votre adresse mail. Donc, oui, tout à fait. De toute façon, il sera référencé en bas de la vidéo. Donc, voilà. Puis après, ils peuvent voir. On peut cliquer sur… Donc, ça, vous êtes sur l'onglet bibliographie. Et après, il y a aussi l'onglet conférences qui peut être intéressant parce qu'il y a les conférences pour les données. Et ça peut être sympa parce que du coup, c'est un accès libre et puis ça permet de… par exemple, celle qui est sur un psy, pourquoi faire et lequel, justement, j'explique beaucoup de choses aussi sur la psychothérapie qu'il n'y a pas nécessairement dans le livre. C'est encore d'autres choses qui peuvent être pertinentes pour des personnes qui souhaitent entamer ce travail-là ou qui se posent des questions. C'est la fameuse conférence où il y avait beaucoup de monde. Voilà. Voilà, qui est retranscrit ici. En tout cas, franchement, dans votre livre, vous transmettez, je trouve, un message d'espoir afin que chacun puisse reprendre sa vie en main, en se libérant des fardeaux du passé, mais également de toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer et d'être pleinement nous-mêmes. Et ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment important. Et si vous le permettez, j'aimerais bien finir sur un passage de votre livre, mais qui m'a touchée. Et je trouve que par rapport à ce que nous traversons actuellement, il a toute son importance. C'est celui-ci. Je reste persuadée que l'humain est foncièrement bon tant que son environnement, au sens le plus large du terme, lui permet de rester connecté à son essence, à sa lumière intérieure. Plus les consciences s'ouvriront, s'élèveront, plus notre terre pourra aller vers plus d'humanité. La vérité, c'est qu'en chacun de nous existe un formidable potentiel qu'il ne tient qu'à nous de découvrir. Et moi, je trouve que c'est tout à fait ça. Par rapport à ce que nous traversons actuellement, c'est ça. C'est vraiment se reconnecter avec nous-mêmes, avec notre lumière. Tout à fait. Et en fait, si je peux donner vraiment finalement un résumé de tout ce qu'on a dit, c'est finalement le sens que j'ai donné moi à ma vie aujourd'hui, en fait, c'est amener une pierre à l'édifice, une micro-goutte pour finalement ouvrir les consciences, élever les consciences. Et c'est que par ce biais-là, selon moi, que le monde pourra changer, que le monde pourra changer. Et vous mettez une petite goutte, moi je mets une petite goutte. Il y a des millions de gens sur cette terre qui, chacun, à sa manière, ils sèment comme ça des gouttes. Et ça finira par élever les consciences, ça finira par élever notre planète. Ça fera en sorte que notre monde aille mieux. Et ça, vraiment, c'est un fil conducteur dans ma vie, et je pense que dans la vôtre, c'est un peu ça aussi, parce que c'est quand même tout ce que vous faites, ça va dans ce sens-là aussi. Et j'ai créé en fait ma marque pour pouvoir vraiment publier mes livres. J'ai voulu créer un nom de marque et je l'ai appelé Au cœur de l'être. Et j'ai fait un jeu de mots entre l'être, L-E-T-R-E, qui est la littérature, et l'être, L'-E-T-R-E. Parce que, effectivement, c'est en allant au cœur de l'être que tout peut arriver, parce qu'au cœur de l'être, en fait, c'est notre lumière, c'est notre divinité, c'est tout ce qui fait notre richesse, et c'est là qu'il faut aller, parce que tous nos trésors, ils sont là. Tous nos trésors sont vraiment là. Et tous nos trésors sont là. En tout cas, merci beaucoup, Martine, parce que votre livre, on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance, d'amour, que vous aimez profondément ce que vous faites, et ça fait du bien de lire un livre comme celui-ci, de pouvoir partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, Martine. Merci. Allez, j'espère à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Et merci à tous. Merci au revoir, Martine. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.